Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Arvert, je suis commissaire d'exposition art et jeux vidéo depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. C'est vrai que je me suis intéressée aux jeux vidéo quand j'ai compris que ça devenait vraiment une culture du divertissement dominante et que ça surpassait la lecture, le cinéma, la musique, et que pour pas mal de nouvelles générations, ça devenait vraiment le premier rapport au monde. Et que du coup, ça devenait une question très sérieuse. Ça n'a pas été pris en compte tout de suite. À l'époque, c'était un petit peu dénigré par le monde culturel. Mais pour moi, c'est devenu à ce moment-là une question très sérieuse qui, à mon sens, il fallait se poser et pas laisser quelques très grands éditeurs dominer la production mondiale. Et faire en sorte, ce qui est pourtant le cas, que tout le monde dans le monde entier joue au même jeu. Donc il y a une vingtaine d'années, il y a une vingtaine d'années, j'ai décidé en fait d'essayer de montrer en fait l'autre versant du jeu vidéo, c'est-à-dire un versant peut-être plus alternatif, plus artistique. J'ai essayé de voir comment les artistes, et pas uniquement des petits studios, à l'époque on ne parlait pas encore de jeux indépendants, finalement produisaient d'autres types de ce qu'on peut appeler des textes numériques. Voilà. Et j'ai essayé de promouvoir aussi la manière dont les artistes utilisaient le jeu vidéo comme médium et comme moyen d'expression. Et c'est ce qui fait que, aussi assez rapidement, je suis devenue Madame Machinima. Donc les Machinima, ce sont des films qui sont faits avec des moteurs de jeux vidéo. Parce que pour moi, c'était justement une manière de montrer qu'on pouvait détourner des jeux... ceux auxquels vous jouez et pas que, mais tout type de jeu en fait qui se joue sur ordinateur et qu'on peut les détourner pour en faire des films. Mais je me suis aussi intéressée à la musique faite avec des jeux vidéo qu'on appelle la chiptunes. Voilà. Et puis j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Donc en organisant des ateliers Machinima dans des quartiers défavorisés, en travaillant beaucoup avec les publics dits éloignés de l'offre culturelle. Et puis au bout d'une vingtaine d'années, je me suis demandé quel était le sens de continuer encore à faire une autre conférence, un autre atelier, une autre exposition, voilà. Et j'ai eu envie en fait de moi-même décentrer ma pratique et d'aller voir ailleurs comment ça se passait. Parce que c'est vrai que depuis une dizaine d'années, les questions d'inclusion, les questions de représentation, les questions de genre, d'identité queer, trans, commencent à rentrer dans les milieux de l'art, dans le milieu du jeu vidéo. Alors, potentiellement des fois avec une dimension assez marketing. Alors, je ne sais plus où... ouais, ça viendra après. Avec une dimension assez marketing. En fait, normalement, aujourd'hui, c'était Mehdi Derfoufi qui devait venir vous parler, qui a écrit un livre sur jeux vidéo et postcolonialisme, et qui montre très bien ça dans son livre. En fait... il y a vraiment souvent les questions de genre en fait sont très stéréotypées et du coup ça parle pas forcément aux communautés qui sont visées. Donc j'ai eu envie d'aller dans les pays du Sud, alors pays du Sud global, pour aller voir comment ça se passait et en me focalisant donc sur les pratiques de femmes, les pratiques féministes, queer et décoloniales. Et pour ce faire, en fait, je suis allée dans les endroits où j'avais quasiment jamais travaillé, où je connaissais personne. Et je suis allée à la rencontre d'artistes qui utilisent le jeu vidéo comme médium, d'activistes, mais aussi de gens qui développent des jeux vidéo en les interviewant.
Donc j'arrivais dans un endroit et puis au début je connaissais personne et puis je commençais par une interview et puis là on me donnait des contacts et donc je restais entre 15 jours et 3 semaines dans chacun des pays. Donc je suis allée en Corée du Sud, à Taïwan, en Indonésie, en Thaïlande, au Japon, en Inde, en Colombie, en Argentine, au Brésil, au Mexique, au Nigeria, au Ghana. Et là, j'étais au Ghana quand la pandémie a commencé et que les frontières se sont fermées. Et donc, j'ai décidé, juste avant que les frontières vraiment même terrestres se ferment, d'aller au Togo, où je suis restée 5 mois et demi. Et ça a été très important. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, parce qu'au Togo, j'ai fait un atelier avec des conteurs traditionnels, conteurs et conteuses. Et ça a donné une autre dimension à mon projet. Alors, pendant tout ce voyage, qui était vraiment dédié à la rencontre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné des ateliers Machinima, parce que pour moi, c'était une manière de rencontrer les gens plus facilement, parce que très souvent, c'était des artistes ou des gens qui faisaient du jeu, ou j'ai eu aussi des étudiants, des enfants, des ados, bon. Et donc, c'était pour moi une bonne manière de rencontrer des gens. J'ai aussi donné des lectures comme aujourd'hui. Mais surtout, ce que ça me permettait de faire, c'était de disséminer, ce que je vais faire encore aujourd'hui, c'est-à-dire de disséminer les jeux ou les créations que j'avais pu rencontrer en rencontrant donc des créateurs ou des créatrices de jeux qui me donnaient leurs jeux. Et ensuite, pendant les ateliers, en fait, pour chaque atelier, normalement, j'arrive avec une clé USB avec pas mal de jeux vidéo. Et ce qui permet, en fait, en fonction des pays que je traversais, de pouvoir vraiment faire alors ça, en français, ça donnerait du story, de la narration interculturelle, multiculturelle. C'est comme ça que, par exemple, à Buenos Aires, une personne a fait un film en utilisant un jeu japonais, et ainsi de suite. Mais c'était aussi une manière de disséminer, au fur et à mesure de mon voyage, tous les contenus que je pouvais trouver. Par ailleurs, j'ai aussi organisé des expositions, puisque on pourrait se demander le but de ce voyage. C'était pas forcément de trouver du contenu, et puis ensuite de rapporter tout ça en Europe et puis de faire une grande exposition. Mais j'avais plutôt envie de faire des collaborations un peu partout où j'allais, et de pouvoir, encore une fois, disséminer le contenu au fur et à mesure de mon voyage. Donc j'ai fait plusieurs expositions qui traitaient soit d'imaginaire interespèce, soit de questions politiques, questions historiques aussi, de féminisme. Ça, c'était à Bogota. J'ai fait une exposition qui s'appelait Technoféminismo. Mais par exemple, ce qui a été intéressant à Bogota, c'est que juste avant l'exposition, on a fait un atelier donc, à la Fondation Trans qui s'appelle la Red Communautaria Trans, qui est un lieu en fait pour les travailleuses du sexe trans dans le quartier de Santa Fe, qui est un quartier plutôt chaud. Et donc là, j'ai fait un atelier Machinima sur la question du genre et de l'identité. Et un ou deux films qui ont été produits pendant cet atelier ont ensuite été montrés dans l'exposition. Voilà. Et donc là, je crois que j'en ai un petit peu parlé, mais le but de ce voyage, c'était vraiment d'essayer de promouvoir les questions de diversité et puis la dimension décoloniale. Comme dit Felwinsar, la décolonisation, ça doit vraiment se faire des deux côtés de la Méditerranée. C'est un processus qui commence dans un premier temps par soi-même. Voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais ce serait long, et puis c'est pas le but, et puis c'est pas ça que vous êtes venu voir. Mais c'est vrai que c'est vraiment un processus qui commence par soi-même, et puis qui se fait, qui est en train de se faire en tous les cas un petit peu partout dans les pays que j'ai visités. Mais donc mon envie, c'était de promouvoir cette diversité, que ce soit de genre, de sexualité, mais aussi d'origine géographique. Et puis
d'essayer de montrer d'autres types de représentations. Parce que c'est vrai que quand une culture est aussi globale et globalisante, on est vraiment dans l'ordre de l'impérialisme culturel. On se retrouve tous à jouer à Los Angeles, à New York. Alors bien sûr, parfois, puisque le Japon est aussi un pays très colonisateur, ça c'est ce que j'ai beaucoup ressenti quand j'étais en Asie. En fait, alors maintenant il y a la Chine qui devient l'énorme marché, mais la plupart, leurs références, puisqu'ils ont été colonisés avant par le Japon, que ce soit en Corée ou que ce soit à Taïwan, voilà. Donc eux, leur grand modèle, c'était le Japon. Et essayer de voir en fait comment aujourd'hui... alors j'ai fait aussi une exposition qui s'appelait Ne nous libérez pas, on s'en occupe nous-mêmes, qui est en fait le titre d'un livre féministe. Parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et d'ailleurs, hier, pendant la discussion et les présentations, c'était vraiment ce qu'on ressentait. En fait, c'est que voilà, on s'en occupe nous-mêmes. Et vraiment, ce que j'ai senti émerger, c'est qu'il y a vraiment de nouvelles narrations, la nouvelle génération, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, donc sur le continent africain aussi. Il y a vraiment une nouvelle génération qui se réapproprie la narration sur elle-même et qui donne à voir autre chose. Et du coup... en termes de représentation, on n'est plus, voilà, on n'est plus, par exemple, un jeu qui se passerait en Afrique et genre c'est juste exotique et c'est super, on est dans la jungle et voilà. Mais ça va permettre d'aborder la culture de chacun des pays. Voilà. Donc ça, c'était l'envie. Donc voilà, donc ah oui, j'ai commencé une thèse il y a un an qui s'appelle, enfin le sujet c'est la décolonisation de l'art et des jeux vidéo. Et donc j'ai écrit un premier texte, Contre-fiction depuis les marges. Donc c'est un petit peu tout ce que je vous disais jusqu'à présent. Et je me suis entre autres basée sur le travail d'Adrienne Shaw, qui pas et là la lumière fut Gaming at the Edge, et qui en fait explique pourquoi la plupart des communautés ne s'intéressent pas à leur propre représentation dans les jeux vidéo, parce que la plupart du temps c'est de l'ordre du stéréotype, c'est de l'ordre du marketing, et que finalement elles ne s'y retrouvent pas. Et à la fin de son livre, Adrienne Shaw dit qu'en fait, il faut plutôt aller du côté des producteurs et des productrices de contenu pour voir ce qu'il en est de la représentation. Et c'est vrai que par rapport au livre de Mehdi ou le livre d'Adrienne, et dans la recherche actuellement sur toutes les questions de représentation dans le jeu vidéo, la plupart du temps, c'est pour critiquer ou analyser le manque ou la représentation donc, des populations de couleur, ou les populations queer, ou les populations à la marge, mais plutôt leur absence dans la plupart des jeux AAA, ou leur mauvaise représentation. Et c'est vrai que moi, le but de mon voyage, ça a été au contraire, en fait, d'aller vraiment m'intéresser à ce qui se crée actuellement. Et ça, en fait, c'est possible parce que depuis une dizaine d'années, alors qu'auparavant, que ce soit en Asie, donc hors Japon ou hors Chine, que ce soit en Asie, en Amérique latine ou sur le continent africain, auparavant, en fait, ce qui se produisait, en fait, c'était plutôt, on produisait pour les grands éditeurs européens ou américains. C'était les petites mains, et il fallait surtout pas qu'on sache d'où ça venait. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit en Inde. En fait, je suis allée voir les gens de Ubisoft en Inde, et moi, ils m'ont dit surtout, il faut pas que ça se sache que, enfin, ce qui est fait chez nous ne doit pas être marqué par un côté indien. C'est surtout pas. Voilà, il faut que ce soit international, il faut que ce soit global, puisqu'on parle au marché global. Et
Et donc, auparavant, la plupart des producteurs de contenu, en fait, travaillaient pour les autres. Mais depuis 10 ans, en fait, du fait d'une population jeune, mais aussi de l'émergence de la téléphonie mobile, d'Internet, en fait, tous ces pays-là sont devenus les nouveaux marchés émergents. Et tant et si bien qu'il est maintenant possible, en fait, de produire pour le marché local, localement. Et voilà. Et donc, c'est ça que je suis allée... c'est eux et elles que je suis allée rencontrer. Alors, je vais donc commencer à vous montrer des jeux, plutôt, pas forcément beaucoup d'œuvres d'art, là, mais ce sera plutôt des jeux dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, quand j'étais en Corée, par exemple, j'ai rencontré Somi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un développeur indépendant, mais il faut savoir que la journée, il est policier, et la nuit, il est développeur de jeux vidéo. Je crois toujours à l'heure actuelle, hein, alors que vraiment, lui, il marche bien, et c'est vraiment... voilà, puis maintenant, il le dit dans toutes les conférences, donc je peux me permettre de le dire. Et en fait, il a vraiment un travail très critique sur la société sud-coréenne, qui, il y a encore pas très très longtemps, une petite dizaine d'années, en fait, alors c'était pas vraiment une dictature, mais c'était vraiment un régime d'extrême droite, et qui avait fait passer une loi sur la surveillance Internet. Alors, moi qui viens de France, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais nous, les lois surveillance Internet, on en a beaucoup depuis le 9 septembre 2011. 9/11, le 11 septembre. Le 11 septembre 2001, ça a permis de faire passer énormément de lois sécuritaires. En Corée aussi. Et en fait, par exemple, Somi a eu envie de faire un jeu qui s'appelle Replica, et qui est un jeu vraiment qui... alors, c'est un jeu pour mobile qui est vraiment un jeu sur les questions de contrôle et de surveillance. C'est très, très documenté, comme la plupart de ces jeux. Et c'est vraiment, ça fait énormément référence à la loi sud-coréenne. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que, certes, aujourd'hui, ils sont en démocratie, mais il suffirait que cette loi rencontre le régime, un régime sécuritaire. Et là, ce serait terrible. Il a fait ensuite un autre jeu qui est un jeu sur... en fait, on résout des crimes. En fait, il avait vraiment envie de montrer comment, dans un État policier, la police est quelque part gamifiée. Nous, on a aussi connu ça à l'époque de Sarkozy, où la police, en fait, pour avoir des points, devait... voilà. Donc, il a fait aussi un jeu là-dessus. Donc, ça rentrait vraiment dans mon sujet, puisque mon envie, c'était de voir comment on pouvait aborder la politique, l'histoire ou la culture d'un pays au travers de ces jeux vidéo. Donc, si on veut découvrir une loi sécuritaire, on peut jouer à Replica. Et voilà. Dans un autre genre d'idée, je suis allée rencontrer l'équipe de Game Breezy, toujours à Séoul, qui a fait un jeu qui s'appelle The Wednesday. Alors, en fait, qui s'intéresse aux femmes de réconfort, qui sont ces femmes qui ont été capturées par le Japon, donc plus de 100 000 femmes, surtout dans les campagnes, et surtout des adolescentes pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour ensuite les prostituer dans des camps militaires. Je crois que c'est plutôt 10 000 à Taïwan, et en Indonésie, il y en a eu aussi... Et en fait, Game Breezy a eu envie, en fait, de se faire écho de ce phénomène. La plupart de ces femmes, en fait, ont été tuées à la fin de la guerre, mais il y a eu quelques survivantes qui n'ont pas osé parler pendant plus de 30 ans. Et puis, quand elles avaient à peu près 70 ans, elles ont commencé à oser parler, et elles sont allées tous les mercredis manifester devant l'ambassade du Japon à Séoul, pour faire reconnaître ce qui s'était passé, parce que le Japon ne s'est jamais
excusée officiellement, et c'est toujours un sujet comment dire, de conflit entre le Japon et la Corée. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans The Wednesday, c'est que là, c'est pareil, sur les questions de représentation, il y a assez peu de personnes âgées dans les jeux vidéo. Et donc là, il s'avère que l'héroïne, déjà, c'est une femme, et puis c'est une personne âgée, donc, puisque c'est une des survivantes. Alors là, son nom m'échappe, que tout le monde me pardonne. Mais en fait, elle a le don de revenir dans le passé. Et comme elle a accès à toutes les informations actuelles, eh ben, elle a pas mal de pouvoir et elle va essayer de se sauver et de sauver ses comparses. C'est juste le trailer, mais pour que vous ayez une... Bon, c'est un peu sombre. Une idée du traitement visuel. Donc c'est vrai que souvent on me demande, mais que tu parles de postcolonialisme et de jeux vidéo, en fait, de quoi parles-tu? Enfin, qu'est-ce que ça recouvre? Et là, on est vraiment sur des questions postcoloniales et tout en même temps très actuelles, puisqu'en fait, on n'est pas du tout dans un postcolonialisme, mais plutôt dans une perspective néocoloniale. Et voilà un type de jeu qui rentre totalement dans mon sujet de jeux vidéo et postcolonialisme. Voilà un des jeux... et qui commence à fonctionner. Il est sorti sur Steam il y a quelques mois. Ensuite, je suis allée à Taïwan. Ça m'a permis de respirer parce que quand même, s'il y a en Corée, vraiment la soumission et le respect de l'autorité sont vraiment inscrits dans l'ADN. Donc ça, c'est quelque chose. Quand on va à Taïwan, on sent qu'on est ailleurs, bien que justement, et c'est ça dont je vais parler, la terreur est encore assez récente. Donc, quand je suis arrivée à Taïwan, à un moment, j'ai rencontré une personne qui me dit « Là, tu sais, je suis en train de parler taïwanais et non pas mandarin ». Et on sentait qu'il y avait comme une forme de résistance, puisqu'en fait, les Taïwanais n'ont été autorisés à parler taïwanais qu'à la fin des années 80, donc à la fin de la terreur blanche, puisqu'ils étaient sous le joug du Comintern chinois qui s'appelle Mainland China. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à rencontrer Red Candles Studio. Je vous expliquerai après pourquoi. Qui a fait en fait ce jeu. Alors, Détention, c'est ce qu'on appelle un jeu de survie, un jeu d'horreur, un survival horror game. Et en fait, on se retrouve justement dans un ancien lycée japonais. Encore une fois, une référence au colonialisme, un autre. Et en fait, on est à l'époque de la terreur blanche. Et en fait, pendant tout le jeu, au départ, ils n'avaient pas du tout l'idée de faire un jeu sur la terreur blanche. Ils voulaient faire un survival horror game. Et puis, c'était dit, qu'est-ce qui fait peur? Et puis, ils se sont dit, ah bah tiens, la terreur. Donc voilà. Puis après, ils se sont un peu laissés prendre par Mais au début, ils n'avaient vraiment pas du tout envie de parler de ce sujet-là. Mais enfin, c'est comme ça que c'est arrivé. Et il s'avère que j'ai rencontré la ministre du numérique, Audrey Tang, avec qui j'ai discuté justement d'utilisation pédagogique des jeux vidéo. Et qui m'expliquait que ce jeu maintenant est utilisé à l'école pour faire comprendre aux nouvelles générations ce que c'est que de vivre quand on ne vit pas dans une démocratie. Et finalement, ce n'est pas si vieux que ça. Voilà. Donc, c'est étudié, c'est utilisé à l'école, voilà, pour savoir ce que c'est que de vivre sous la terreur. Une note un peu plus légère.
Et là, justement, c'est un jeu vidéo que j'ai exposé dans l'exposition sur les imaginaires interespèces, She and the Light Bearer. Là, on vient d'arriver en Indonésie. Qui est vraiment dans la plupart des îles, il y a un soutien quand même du gouvernement pour les jeux vidéo, donc c'est assez riche. En fait, il y a énormément de productions vraiment intéressantes voilà. Et j'ai rencontré donc les gens de Mojiken Studio. C'est intéressant parce qu'ils viennent tous des Beaux-Arts. Au départ, aucun n'avait étudié les jeux vidéo, ne faisait du jeu vidéo. Ils ont vraiment appris en faisant. Et j'ai adoré ce jeu. Alors là, vous allez vous plonger dans la forêt indonésienne. Et vous êtes en fait une petite mouche. Et vous allez devoir découvrir les secrets de Mère Nature. Et ce jeu a été très important pour moi parce que, en fait, moi, pendant tout mon tour du monde, j'ai absolument pas fait de tourisme, j'ai absolument rien visité. J'étais tout le temps dans les villes, tout le temps dans les tuk-tuk ou dans les scooters ou les motos, et bon, au milieu des voitures. Et alors là, en Indonésie, sacré trafic. Et un jour, en fait, j'ai passé ma journée à jouer à She and the Light Bearer. Et pendant une journée, j'étais dans la forêt. Alors bon, c'était pas la forêt, mais c'était la forêt quand même. Ça m'a fait, voilà, donc j'adore ce jeu pour le bien qu'il m'a fait ce jour-là. Et puis on est vraiment on est vraiment au milieu des non-humains et au milieu des arbres. Et voilà, j'adore. Toujours en Indonésie, là, on va changer un tout petit peu de sujet, et ça, on va retrouver ça beaucoup dans les jeux asiatiques. Pour le coup, au Japon, on va beaucoup avoir en fait des survival horror games qui parlent des esprits. Et c'est vrai que là, si vous voulez aller sur mon site, vous verrez, j'ai écrit tout au long en fait de mon voyage, j'ai écrit beaucoup d'articles pour 3 revues Immersion, Ouzbek Erika et Poptronics. Et entre autres, j'ai écrit un texte sur Bienvenue dans le monde des esprits, puisque c'est vrai qu'en Indonésie, mais dans la plupart des pays asiatiques, en fait, qui sont plus ou moins animistes, on vit en permanence avec les esprits, les arbres, voilà, enfin, les esprits des arbres, de l'eau, ce qu'on va retrouver d'ailleurs après en Afrique, ce qu'on entendait hier, en fait, que ce soit en Amérique latine, en Asie, en fait, partout où ça n'a pas été totalement... où le colonialisme et le christianisme n'ont pas complètement tout effacé. En fait, c'est la même chose partout. Et donc, on vit en permanence avec les esprits. Et ce jeu, Pamali, en fait, c'est, si vous voulez, en fait, découvrir tous les rites funéraires. Ça parle aussi pas mal de questions politiques. En fait, c'est vraiment une manière d'aborder, au-delà d'une autre culture, c'est aussi d'autres rites et d'autres rites de passage. Donc, et au fur et à mesure que vous jouez, vous apprenez à ne pas offenser les esprits. Donc, encore une fois, on apprend en faisant. Et là aussi, on est dans la forêt. Donc c'était mes ersatz de nature. On va voir la même chose en Thaïlande aussi, hein, beaucoup. Je ne suis pas forcément des exemples de tous les... Mais donc, à chaque fois, vos missions, en fait, c'est justement... c'est empreint de la manière dont vous allez... voilà, ne pas offusquer les esprits. Alors, il y a toute une histoire par rapport au miroir, hein, où il ne faut pas regarder le miroir. Enfin, je vous laisserai le découvrir. Vraiment chouette ce jeu.
Alors là, on revient à quelque chose de plus pareil, un peu plus léger. D'ailleurs, c'est le même distributeur, je crois, Toge ou Toge Productions, que Mojiken Studio. Là, c'était très drôle quand j'ai rencontré Fahmi Asni, donc l'auteur de Coffee Talk, parce qu'en fait, il m'a expliqué que sa première source d'inspiration, c'était les applis de dating. Et en fait, ce que j'ai découvert en Indonésie, alors j'y allais avec plein d'a priori, un pays à 95% musulmans, oh là là, la question du genre. En fait, j'ai vu énormément de femmes diriger des studios, concevoir des jeux. Donc en fait, c'est beaucoup moins manichéen que ce qu'on pourrait penser. Et sur les questions d'homosexualité, en fait, ou de sexualité, on va dire plus... j'allais dire divergente, mais c'est pas le bon mot, bref. Les applis de rencontre jouent un jeu énorme, en fait, pour faire évoluer la société. Et donc, il me disait que sa première source d'inspiration, c'était Tinder, et qu'il y a beaucoup de toutes ces histoires. Et en fait, dans Coffee Talk, qui lui, pour le coup, se passerait à Seattle, parce qu'ils ont voulu toucher le marché global. Mais pour autant, parce que dans Coffee Talk, il y a des elfes, des orques, des humains, donc des humains, des non-humains. Et vous êtes dans un café et on se raconte des histoires. Et bon, le but du jeu, c'est de faire plus ou moins bien des cafés, des thés. Mais en fait, ça permet de discuter, d'aborder vraiment des sujets de société qui s'aborde peu finalement au quotidien. Là, je ne vous le montrerai pas forcément, mais j'avais aussi rencontré une équipe qui avait fait un jeu qui parlait de dépression. Si son nom me revient, j'essaierai je pense pas que je le montre, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Il y a beaucoup de retenue. Donc, je trouve toujours intéressant de voir comment les jeux vidéo vont permettre d'aborder des sujets auxquels on ne penserait pas forcément. Alors là, on arrive en Thaïlande et là, j'ai rencontré Sarampat, qui en fait qui est professeur de game design et qui a fait ce jeu dans le cadre d'une game jam. Et ensuite, c'est un jeu qui a beaucoup tourné dans l'exposition sur les jeux politiques du Goethe Institute. Donc, je ne sais pas si elle est passée ici, mais auquel cas vous l'aurez vu. Et en fait, c'est un jeu où vous devez comme ça, je ne sais pas scroller, mais bref, jeter des billets. C'est un jeu qui traite de corruption, mais qui est vraiment basé sur des faits réels qui se sont passés en Thaïlande. Et donc, au départ, vous jetez des billets sur la police, mais après, vous allez jeter des billets sur les hommes politiques qui, ensuite, eux, vont corrompre la police. Et ça, c'était très drôle parce que quand je l'ai utilisé dans les différents ateliers un peu partout dans le monde, alors là, pour le coup, tout le monde s'y retrouvait, en Inde en particulier. Mais ouais, mais chez nous aussi, ça se passe comme ça. Bah oui, chez nous aussi, hein, comme ça. Vraiment, ça se passe comme ça partout. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est vraiment basé sur, par exemple, des stars qui ont fait des crimes pas possibles et qui, bien sûr, voilà. Donc, c'était assez drôle, après, de voir comment, en l'utilisant ailleurs, ça parlait vraiment à tout le monde. Et voilà. Oh, ça va un peu vite sur la Thaïlande, mais enfin, voilà. En Inde, j'ai rencontré donc cette créatrice, Afra Shafik. Et alors là, elle cochait un peu toutes les cases, puisque en fait, c'est un jeu en ligne. Alors, ah oui, c'est vrai, on n'a pas évoqué Internet, mais c'est pas grave. On va pas. Mais le nom, donc, ça s'appelle Hunter Sultana's Reality. C'est un site Internet, donc c'est un genre de jeu fiction interactive. Et en fait, Afra Shafik, elle a eu la chance de travailler sur les archives de Kolkata.
Et elle s'est intéressée à la représentation de la femme dans les archives et à l'époque coloniale, enfin précoloniale, coloniale. Et elle m'expliquait que si auparavant les femmes vivaient plutôt dans des sortes de harems, alors c'est un autre nom, mais bien sûr là le nom va m'échapper, il y avait finalement à cette époque-là beaucoup plus de complicité, beaucoup plus de libre expression entre les femmes qui écrivaient, qui dessinaient. Et là, quand elle a travaillé sur la représentation de la femme pendant l'époque coloniale, en tous les cas au début, en fait, ce ne sont que des femmes qui attendent à la fenêtre que leur homme revienne, ou alors il y a un livre à côté et puis elles sont comme ça, parce que en fait, les Anglais ont imposé qu'elles deviennent des femmes éduquées et à la maison mais un certain type d'éducation, hein, une éducation qui incite pas à la créativité et à l'humour, mais plutôt à être une bonne famille. J'ai là-bas d'ailleurs interviewé sur les aspects plus queer et le prince Menvendra, qui est le premier prince à s'être outé comme gay, et qui me disait que vraiment c'est la loi anglicane qui a vraiment transformé les choses à ce niveau-là, puisque auparavant, si on regarde par exemple le Kama Sutra, il y a des hommes qui sont avec des hommes, des femmes avec des femmes, et il m'expliquait que les Anglais ont principalement visé les personnes trans et les travailleurs et travailleuses du sexe, parce que c'était pour eux les plus dangereuses, puisque c'était des personnes indépendantes financièrement. Donc voilà, ce travail est sur ces représentations-là, et c'est donc féministe et décolonial. Alors pour moi, c'était fantastique. Alors là, sur une autre note, Raji, ça c'est un jeu qui émane en fait de personnes qui ont auparavant travaillé pour Ubisoft, auparavant travaillé pour des grands éditeurs, et qui avaient envie, comme ils m'ont dit, de rendre à la communauté. Mais au-delà de ça, donc c'est 3 créateurs, dont une créatrice, et un des créateurs en fait un jour était dans le Rajasthan et se disait, mais c'est tellement beau ces bâtiments, c'est tellement beau. On joue jamais dans des lieux comme ça. Nous, on est tout le temps en train de jouer, alors en Europe, Call of Duty, aux États-Unis. Je rêverais d'être dans un jeu de combat, mais qui se passe enfin chez moi. Et puis, envie de montrer aussi d'autres types d'esthétique. Par exemple, la sculpture inversée, le type de représentation en spirale, les miniatures, les ombres chinoises. Voilà, d'autres types d'esthétique, d'autres types de représentations. Et donc, ils ont fait ils ont réussi à faire ce jeu. Ils ont tout donné. Ils avaient fait un crowdfunding qui n'a pas marché. La jeune femme a carrément vendu sa maison. Enfin, ils ont tout donné, mais le succès est au rendez-vous. En tous les cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. À l'époque, le jeu n'était pas sorti, mais il est sorti entre-temps et je crois qu'il marche plutôt bien. Et là, je n'ai pas encore évoqué la question de la langue, mais je vais y venir. C'est vrai qu'il y a les questions de représentation, de lieu, d'esthétique, de musique. Et puis il y a là aussi la question du langage. Parce que souvent, ce qui est invoqué, c'est ah, mais si on complique trop, les joueurs ils vont être totalement perdus dans une culture qu'ils ne connaissent pas, alors ça ne va pas marcher. Peut-être aussi, en fait, ça peut marcher. Et au niveau du gameplay,
pour le coup, là, les joueurs, les hardcore gamers, ne sont pas déçus parce qu'il y a vraiment eu un gros travail sur ça aussi pour que ça marche. Et alors là, ça va me permettre d'aborder la question de la langue, parce que là, c'est pareil, pour pas perturber les joueurs, la plupart du temps, on va tous jouer en anglais. Mais par exemple, les gens de Holico Productions ont fait ce jeu avec une voix off qui parle. Alors, je ne me souviens plus mais je ne sais plus combien il y a de langues, plus d'1 millier de langues en Inde. Et le jeu propose au moins 25 langues, mais surtout, donc là, on est dans l'Inde ancienne et Mystic Pillar, en fait, s'inspire du jeu qu'on reverra tout à l'heure quand on sera au Ghana, du jeu Mancala, vous savez, avec les coris. Mais en tous les cas, ça permet en fait d'aborder la culture de l'Inde du Sud, si je me souviens bien, et surtout la voix off. ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಕೌತುಕಗಳನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಯಣಿಗರು ನೀವು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದೇಶ ಪರ್ಯಟನೆಯ ನಂತರ Et ça, c'est ce qui m'a aussi beaucoup intéressé. ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳವೊಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಕಂಬಗಳ ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅವುಗಳ ನಿಗೂಢತೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ನೀವು ಆ ಕಂಬಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. Je vais, pardon, comme j'aimerais bien aller partout. Mais c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans un jeu que je vous montrerai tout à l'heure, fait à Madagascar, où pareil, toutes les voix sont en malgache et c'est sous-titré en anglais. Et ça, il me semble que c'est vraiment important quand on parle d'impérialisme culturel, puisque vraiment la langue, le fait d'imposer une langue, ça vraiment sa culture, puisque quand c'est Thiongo Ngoni qui a écrit La décolonisation de l'esprit, je crois, tout ce que porte la langue, en fait, de culture, de rite, de savoir, quand elle n'apparaît pas, quand elle est effacée, ça efface énormément de choses. Donc, je trouve ça vraiment important. Voilà. Rapidement, parce que c'est une femme et parce que c'est très très rare en Argentine. L'Argentine, mais le Mexique aussi. Ah oui, alors, oups, on est arrivé en Argentine. Ont vraiment, dû à la colonisation, ce complexe par rapport aux États-Unis, par rapport à l'ailleurs. Donc, ce qui se fait sur place ne peut pas être bien. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vraiment... Et heureusement, ça change. En tous les cas, pour le Mexique, là, il y a un jeu qui va sortir qui est vraiment sur le Mexique préhispanique. Mais tant et si bien que vraiment faire un jeu qui parlerait de l'Argentine, c'est vraiment quelque chose qui serait appelé à rater. Et quand j'ai rencontré Gabi Pella, personne non binaire, ils ont eu envie de faire un jeu qui se passe dans un quartier assez étrange à Buenos Aires, où les gens, la plupart du temps, se perdent. C'est un vieux quartier. Et donc j'ai trouvé intéressant, par ailleurs aussi pour son esthétique, et pour le courage de faire un jeu qui se passe en Argentine. Et qui nous plonge dans ce quartier
et qui est très poétique en plus. Et il y a une forte scène. Alors là, c'est vrai que, bon, pas forcément tout abordé, mais au contraire de l'Asie où être féministe, c'est très dangereux. Là, c'est pareil, si vous voulez aller lire, j'avais interviewé un collectif féministe. On prend vraiment... C'est dangereux quoi, d'être féministe. Là, pour le coup, les féministes en Amérique latine sont hyper soudées. Il y a des collectifs, et même si bon, le droit à l'avortement, à l'époque, n'était pas encore passé. Donc, toutes les femmes que j'ai rencontrées avaient les cheveux verts en signe de soutien. Mais en tous les cas, les femmes sont là, elles sont présentes. Donc voilà. Si vous avez envie de vous plonger dans un des quartiers de Buenos Aires. Laura Palavecino, est très, très prolixe en jeu. C'est quelqu'un là en ce moment qui est en train de faire une œuvre immersive. Et elle est vraiment à la frontière art et jeux vidéo. Et ça, je pense que c'est beaucoup grâce à un festival qui s'appelle Gamon El Arte del Juego, qui depuis des années en fait mélange la question art et jeux vidéo à Buenos Aires. Et là, le projet Beyond the Garden, en fait, vous allez voir, il y a un personnage qui plante des graines natives, parce que un des aspects aussi du colonialisme, ça a été d'éradiquer les plantes natives, que ce soit en Colombie, en Argentine. Et donc, depuis quelques années, les plantes natives sont replantées. Mais donc voilà, c'est un jeu qui aborde cette question-là. Et elle est beaucoup sur les relations humaines, non humaines. Et là, en ce moment, elle est en train de faire une œuvre immersive sur la biodiversité. Et vraiment, son travail est super intéressant. Et elle travaille beaucoup sur les contrôleurs alternatifs. Elle fait des installations. Peut-être elle a d'ailleurs exposé déjà à Bruxelles, c'est possible. Elle a pas mal tourné. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Daniela Fernandez, qui est une descendante des Guarani, donc qui est une population native du nord de l'Argentine, dans le Chaco, et qui a eu envie, en fait, de créer un jeu vidéo sur ses ancêtres, et pour faire connaître, en fait, la culture, les rites, les légendes Guarani. Ce jeu s'appelle Ita. Et là, dernièrement, je l'ai interviewée parce que j'écrivais un texte sur la décolonisation de l'imaginaire, me basant sur le travail d'Achille Membe, une conférence qu'il a donnée à Abiola, où il dit qu'en fait, les populations africaines ont beaucoup plus la possibilité de faire un saut dans le numérique, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les savoirs pré-coloniaux et la plasticité du numérique. Et du coup, j'ai eu envie de la faire réagir, parce que j'avais la sensation qu'en fait, il n'y avait pas qu'en Afrique que c'était le cas, mais donc, comme je le disais avant, en Asie, en Amérique latine. Et donc, j'ai eu envie de l'interviewer. Et elle me disait que, par exemple, elle travaillait beaucoup avec les rêves. Alors elle me disait, pour certains, c'est peut-être un peu farfelu, mais pour moi, c'est comme ça que je travaille. En fait, je suis en relation avec mes ancêtres, et je représente ce que je vois en rêve. Et ce qui est assez fou, c'est que quand je l'ai contactée pour lui poser des questions, elle en a rêvé, et elle me dit, mais j'ai rêvé que tu allais me contacter, et je savais que tu allais me poser des questions. Enfin voilà, donc on était connectés. Plouf, on va au Brésil. Pardon. Alors là,
le Brésil, autant c'est vraiment pas facile en ce moment avec Bolsonaro, autant c'est vraiment un des pays les plus conscients sur toutes les questions qui m'intéressaient, sur les identités queer et trans, sur les aspects décoloniaux, voilà, vraiment un pays extrêmement riche à ce niveau-là. Et donc, par exemple, dans pas mal de studios de jeux indépendants, il y a des comités sur les questions d'inclusion. Voilà, donc j'ai entre autres rencontré une personne qui organise la Women Game Jam et en fait maintenant c'est organisé dans pas mal de pays en Amérique latine. Donc voilà, c'est quand même très très actif, il y a de la résistance on va dire. Et là le jeu que je voulais vous montrer rapidement, Floresseur, c'est un projet qui est né à l'université à Lumbe-Morumbi, pardon, et qui vise en fait à faire découvrir ce que c'est que le quotidien d'une adolescente trans, voilà. Mais pareil, je vais aller un peu vite pour vous parler là assez rapidement du jeu Cook Your Way de Henrik Lagostera. Lui aussi, il est vraiment à la frontière art et jeux vidéo. C'est quelqu'un qui fait sa thèse en ce moment au Canada et qui a fait un jeu en fait sur la question de la migration. Et en fait, en expliquant que par exemple au Canada, vous réussissez à vous intégrer en faisant de la cuisine. Et donc c'est un jeu où vous devez cuisiner, mais parce que comme ça, vous vous intégrerez mieux. Voilà, donc c'est un jeu sur les discours capitalistes et multiculturels, mais voilà, faussement peut-être. Et puis, j'arrive sur, là encore, quand on parle de décolonial en matière de jeux vidéo, de quoi parle-t-on? J'ai rencontré pas mal de personnes qui ont travaillé avec, ou là, on l'a vu avec Daniela Fernandez directement, mais là, Guilherme Pinho-Menenes est allé en fait travailler et concevoir un jeu avec les peuples Uniquin au Brésil. Et en fait, c'est vraiment pas un jeu fait sur eux, mais fait avec eux et par eux. Donc, il y a eu toute une série d'ateliers, de dessins, de chants. Toutes les histoires sont les personnes qui ont écrit les histoires. E donc, voilà, c'est vraiment... Para mim, pessoalmente, trabalhar nesse projeto foi uma descoberta, porque o que eu aprendi na escola é muito superficial e o que fica você vê na TV, de desenho animado, porque desenho animado é uma coisa que eu gostava. Voilà, et à côté de ça... A coisa do jogo é justamente isso, o jogo é uma coisa divertida, é uma coisa legal. Brasil, se você está contando uma história que ninguém conhece através de um jogo, você realmente vai marcar a pessoa com isso. Donc vous pouvez le trouver Uniquin, vous pouvez le trouver sur Steam. É uma população grande, ela está localizada entre o estado brasileiro do Acre e o Peru. Tem mais de 12 mil pessoas, vivem em diversos rios, e esse projeto foi desenvolvido em um rio específico, que é chamado Jordão. Hoje lá são 36 aldeias. Et c'est vrai que 32. Pour moi, c'est extrêmement important. É um jeito também de você entrar em mundos imaginários. E qual que é a grande sacada? Vamos trabalhar com o universo imaginário dos Uniquin, que é um povo pour que ça se dissémine et pour que d'autres le fassent, pour qu'on puisse toucher les plus jeunes et que les plus jeunes puissent continuer à être en relation avec leur culture, leur savoir. Et donc, par le biais d'ateliers, par le biais de formations, c'est ce qu'évoquait Karine hier et Rennes, c'est vraiment super important, enfin, je trouve formidable, voilà, parce que...
Et c'est ce qu'on va retrouver justement avec le duo Game et Arte. Alors, je parle vraiment pas très bien brésilien. J'ai aussi beaucoup rencontré au Brésil, donc la population afro-brésilienne ne représente pas tout à fait la moitié de la population, mais quasiment. Et pour autant, dans le jeu vidéo, ils sont que 2%. Et donc, le Game et Arte, ce qu'ils cherchent, en fait, c'est à faire connaître la culture afro-brésilienne au travers des jeux vidéo. Et ils font énormément, là aussi, d'ateliers avec des jeunes, des ados, mais aussi dans les universités, pour essayer de faire changer les choses. En fait, c'est dans le livre La place de la parole noire de Paola Ribeiro. Je ne sais plus si c'est Paola, pardon. Bon, Ribeiro, en tout cas, Jamila Ribeiro, excusez-moi. Elle explique que, par exemple, quand elle a fait ses études, elle était la seule personne de couleur. Et ça change très lentement. Donc, peut-être les jeux vidéo, ça peut être une manière de faire évoluer les choses. Et là, ils se sont basés... Nova California... O que você faria para ficar rico? Ils se sont basés sur un conte afro-brésilien. Ils en sont à leur 3e jeu. Ils ont fait un jeu aussi sur le beatbox. Tous les deux. Et là encore, c'est autant le jeu que le processus qui m'a vraiment intéressée, Contos de Ifa. Donc, j'ai interviewé 2 fois d'ailleurs Ricardo Ruiz, qui était à l'origine de ce projet. En fait, ça a été fait à Recife, dans le Nord. Et là, le processus, en fait, ça a été de faire énormément d'ateliers intergénérationnels, donc entre des adolescents, mais aussi des personnes plus âgées, pour travailler sur les questions d'ancestralité et de passation, en fait, du savoir sur la religion candomblé, qui est donc... alors, j'espère qu'on parle de religion. Pareil, si je me trompe, pas hésiter à me corriger, mais qui en fait toutes les croyances importées par les esclaves d'Afrique de l'Ouest, donc les croyances Yoruba, Nigeria et aussi un peu Togo et Bénin, je crois, et comment ça a été en fait un peu transformé, ou préservé peut-être plus au Brésil, et donc si on veut apprendre des choses sur les différentes divinités Yoruba, on peut jouer à Contos de Ifa, mais c'est vraiment en fait un jeu qui a été fait au travers de ces ateliers intergénérationnels et vraiment basé sur les questions d'ancestralité. Ifa Olokun Vrat, alors là c'est pareil, c'est la même chose, mais ça a été fait par contre par un groupe d'étudiants dont un était dans le candomblé, toujours à la même université là, à São Paulo, Morumbi. Mais eux, pour le coup, ils sont allés en fait dans une maison du candomblé pour apprendre. C'était moins aller voir des personnes âgées et enfin travailler ensemble. Là, ils sont allés voir des sachants et ils ont essayé de traduire ça dans un jeu vidéo, hein, une démarche un petit peu plus différente. Et puis, on arrive au Nigeria. Mais
avant de parler de ce projet, c'est vrai que quand je suis arrivée au Nigeria, et ensuite ça va être la même chose ailleurs, c'est que dans la plupart, quand on est un ou une créatrice de jeux vidéo, on va partir donc des moteurs de jeux, que ce soit Unity ou Unreal, et qui ont des librairies d'objets. Mais la plupart des librairies d'objets, bien sûr, elles ont été faites en Europe, en Occident, enfin aux États-Unis. Et donc, il y a très peu d'objets, comment dire, si je puis dire, locaux. Et donc, c'est ce que j'ai tendance à dire, il faut un petit peu réinventer la roue et repartir de zéro et tout recréer. Et donc, quand j'ai rencontré Shiina Okiya, m'a expliqué en fait qu'il travaillait beaucoup avec de la photogrammétrie pour en fait concevoir des objets pour les studios de jeux vidéo, pour leur permettre en fait d'avoir, voilà, alors là, pas si ce sont les ignames ou, mais en tous les cas, des shrines, des sculptures, des masques, des huttes, et c'est vrai qu'en fait, quand j'étais au Togo, je commençais à en parler tout à l'heure, j'ai travaillé sur ce projet-là avec des conteurs traditionnels, et on s'est retrouvés face à un souci, c'est-à-dire que la plupart des jeux que j'avais n'avaient pas les représentations dont on avait besoin. C'est-à-dire que la plupart des histoires sur lesquelles on travaillait, on était soit dans la jungle, soit dans des villages. Et donc, il n'y avait pas. Et même, ça a été un peu cocasse, puisque j'ai renouvelé l'expérience. J'ai travaillé avec une conteuse à Namai, à Nairobi, au Kenya. Et on avait besoin de huttes. Et alors là, on s'est dit, tiens, il y a Resident Evil 5 qui se passe, en fait, sur le continent. Sauf que, alors moi, j'ai pas de problème, je l'achète. Et en fait, c'est un jeu qui a été très, très, très critiqué parce que raciste, puisque le héros est blanc. Et alors, tous les villageois sont extrêmement agressifs, puisque tout le monde, en fait, il y a eu un virus, et donc tout le monde s'est transformé en zombie. Alors, certes, ils reconnaissaient le swahili, donc ils étaient contents, mais alors, par contre, ça n'allait pas du tout. Donc, en fait, on n'a jamais utilisé ce jeu-là, et ça a été une... Voilà, moi, j'étais tout à fait désolée, parce que, de fait, je joue assez peu aux jeux AAA et tout ça, donc, de fait, j'y avais pas joué avant, et donc j'étais pas bien au courant. Bon, bref, on a eu ce problème. Et donc, ce qu'on a fait beaucoup au Togo, et du coup au Kenya, on l'a fait aussi, c'est qu'on travaillait beaucoup en mélangeant des photos, de la vidéo et des images de jeu pour essayer justement de combler ça. Donc, c'est vrai qu'il y a un fort besoin de développement d'assets et d'univers qui soient plus proche de... voilà. Alors, avant de passer à l'Etiarts, au Nigeria, je n'ai pas forcément d'image, mais j'ai aussi rencontré Hugo Obi, qui a le studio Malio, et qui est un studio qui œuvre énormément pour le développement de l'industrie du jeu vidéo au Nigeria, et qui a fait énormément de jeux, donc pour mobile principalement, mais qui se passe donc à Lagos, et qui représente, alors par exemple, vous avez des courses de voitures, mais on va avoir les Danfo, qui sont ces... je crois que c'est les minibus. À Nairobi aussi, on va se retrouver à jouer dans Nairobi avec les bus. Et ça, je crois que c'est vraiment important de pouvoir jouer ailleurs, encore une fois, et chez soi. Et le jeu qu'on montrait hier, Orion, qui a été fait donc au Cameroun par
par le studio Kiru Games, à un moment dit que Olivier Madiba dit que ils ont fait en sorte de reprendre des noms de villages qui puissent parler au Camerounais, qu'à un moment on est face à un mont qui est très connu au Cameroun et que voilà, je crois qu'à un moment donné, c'est plaisant. Après le Nigeria, je suis allée au Ghana et j'ai rencontré donc Ewan Taira de Letty Arts. Comme Malio, en fait, ce que je n'ai pas fini de dire au sujet de Malio à Lagos, c'est que il n'y a pas de... Maintenant, il y a une école, je crois, qui vient de se créer à Dakar, mais en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de formation aux jeux vidéo. Donc, la plupart du temps, les personnes se forment de manière autodidacte ou sur Internet, mais beaucoup, et ça, c'est valable aussi dans le domaine de l'animation, beaucoup, en fait, de studios offrent eux-mêmes des formations. Malio a formé je ne sais pas combien de personnes. Je sais que Letty Arts a formé plus de 300 personnes. Donc, ils sont vraiment proactifs pour faire changer les choses. Et là, on retrouve encore cette idée de nous libérer pas, on s'en occupe nous-mêmes. C'est vraiment ça, quoi. Et à essayer aussi d'aller à l'encontre des politiques dissuasives, des stores soit d'iOS, soit de Android, en essayant de créer eux-mêmes leur propre plateforme de diffusion en ligne. Donc il y a vraiment des idées vraiment novatrices pour essayer de faire les choses autrement. Comme dit Olivier Madiba, créateur d'Orient, peut-être qu'on est un marché émergent, mais on va essayer de ne pas faire comme les États-Unis et d'essayer de faire autrement. Voilà. Alors, Letty Arts produit entre autres un jeu qui s'appelle Africa's Legend, qui serait pour le coup plutôt un jeu panafricain et qui en fait cherche à retrouver la notion de super-héros à la Marvel, mais en se référant à chaque fois à des héros, soit Maasai, soit de la culture Yoruba, soit plutôt... et qui cherche en fait par la même occasion à faire découvrir aussi la culture actuelle. Alors là, et bien sûr le nom va m'échapper tout de suite, mais en fait sa femme crée des tissus et des vêtements avec comment ça s'appelle ? C'est pas du tout du wax au Ghana. Je ne me rappelle plus. Bon, bref. Mais il y a vraiment l'idée de comme ça, de faire non seulement... Parce que ça m'a intéressé aussi ce que disait Reine hier, que la pédagogie, ça ne doit pas être forcément que lié à l'histoire, de reprendre des choses à l'ancienne, mais de vouloir aussi montrer et faire connaître la culture actuelle, quoi. Et ça, je l'ai aussi retrouvé dans une interview. Ça, pareil, vous pourrez l'écouter sur mon site internet, d'une productrice d'un studio qui s'appelle Nyamakop en Afrique du Sud, Limpo Moeti. Qui explique qu'elle a envie de faire surtout aussi découvrir la culture actuelle. Voilà, elle me disait, j'ai envie de partager autre chose que la représentation qu'on a habituellement de mon pays. J'ai envie de montrer autre chose que la misère, la difficulté, la pauvreté. Non, en fait... j'ai envie de faire découvrir la richesse de la musique, de la mode, enfin voilà. Donc, toujours au Ghana. Du coup, comme il se cache sous le nom de son studio, son nom, pardon, m'échappe, mais le créateur de Grey Parrot Interactive, non, je ne vais pas le retrouver.
a créé en fait ce jeu Mancala 3D, donc qui reprend ce jeu traditionnel. C'est un jeu en 3D, mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'en fait, il essaye de montrer en fait comment ce jeu-là en fait est joué dans le monde entier, avec des noms différents. Donc là, on voit justement les différents noms. Donc en Allemagne, ça s'appelle Bonenspiel, et montre comment les jeux voyagent. Alors, ça a été beaucoup lié aux routes, aux routes du commerce. Hein. C'est comme ça que beaucoup les jeux ont voyagé. Et donc, dans cette version 3D du jeu Mancala, on peut jouer avec les différentes règles et les différentes manières qu'on a de jouer à ce jeu dans les différentes parties du monde. Ce que je trouvais là aussi intéressant. Et c'est un jeu pour mobile. Et ça a été mon gros coup de foudre parce que donc vraiment je viens de ce mélange entre art et jeux vidéo. Et quand j'ai rencontré Afrane Makoff, donc c'était à Kumasi au Ghana, c'était 2 jours avant que les frontières se ferment d'ailleurs. En fait, il est étudiant aux Beaux-Arts à Kumasi. Et il s'est vraiment, alors là pour le coup, formé complètement tout seul. Mais ce qui est super, c'est que dans son université, il a eu un fort soutien de ses professeurs qui n'étaient pas du tout branchés jeux vidéo, mais qui l'ont quand même soutenu, qui ont fait en sorte qu'il puisse continuer à développer son travail. Et alors, c'est quelqu'un qui est pas monomaniaque du tout, hein, mais qui vraiment qui a un travail, je l'ai trouvé super profond. Donc, au départ, donc, au Ghana, il y a une des plus grandes déchetteries électroniques au monde. Pas à Kumasi, mais à... Bon, ça y est. Ça m'échappe. Ville, la grande ville. Bon, bref, ça ne va pas venir. Bon. Mais à partir de ces déchets électroniques, lui, en fait, il crée des genres de mobiles qu'il appelle des trons et qu'il anime. Et à partir de là, il va en fait reproduire ces trons en 3D. Et ensuite, il a créé alors, des versions en réalité augmentée, en réalité virtuelle et en jeu vidéo. Et donc, dans ma dernière exposition à Nairobi, qui s'appelait Jibambe Natek, s'amuser avec la technologie, j'ai exposé Transfactory, qui est donc un jeu, on est vraiment dans un jeu plutôt artistique, puisqu'en fait, on déambule dans une genre de factory très, très, très futuriste. Et on est autour de tous ces trons là en 3D. C'est un jeu vraiment super beau. Mais c'est plutôt ce qu'on appelle un walking simulator. En fait, il n'y a pas d'autre but que de découvrir son travail. Je pense que c'est un artiste vraiment extrêmement prometteur. Et puis, lorsque j'étais au Togo, il n'y a pas forcément beaucoup de jeux vidéo. Mais pour autant, j'ai rencontré Kwame Oudoufia, qui a créé, à la suite de Hunter Africa, qui est un projet du Goethe Institute, et qui a consisté à créer des jeux géolocalisés dans la plupart des capitales du continent africain. Et ce qui est super, en fait, c'est que ça a permis à des personnes de se rencontrer et, en l'occurrence, à Lomé, de créer un studio de jeux vidéo. Donc, ils ont appelé le studio Low Games pour Lomé. Et alors, je ne sais pas où ça en est, ce jeu, mais c'était assez intéressant, le sujet. Donc, c'était l'histoire d'un frère et d'une sœur. Et le frère, en fait, voulait partir hier... Elions non, c'est pas ça.
Joël parlait du chant des sirènes, de l'envie de partir en Europe ou à l'étranger. Et donc, ce frère a envie de partir à l'étranger. Et sa sœur, en fait, va tout faire pour essayer de faire en sorte qu'il ait envie de rester. Et c'est vrai que dans les narrations, je pense que c'est pas mal de le mettre en œuvre et pourquoi pas dans un jeu vidéo. Voilà, je suis arrivée quasiment à la fin. Je ne sais pas si j'ai été... Non, voilà, donc, et il y en a beaucoup d'autres. J'aurais pu parler aussi d'œuvres d'art, mais bon, voilà, aujourd'hui, je me suis concentrée sur les jeux vidéo. Mais vraiment, la conclusion, c'est que plutôt que de critiquer l'absence de représentation dans les jeux, je pense que, comme dirait Anna Entropy, qui avait écrit un livre... je crois qu'il y a, oh là là, si j'avais Internet, Game for the Zynesters ou quelque chose comme ça, mais en gros, il faut que tout le monde fasse des jeux vidéo. Et plus il y aura de personnes, voilà, vous, nous, moi, tout le monde, qui feront des jeux, plus on aura de diversité en matière de narration, en matière de représentation, et qu'il ne faut pas attendre en fait que la représentation elle apparaisse dans les jeux. Il faut s'en charger nous-mêmes. Voilà, et merci beaucoup.